Il faut que le parent, il prenne son rôle de parent. On a trop eu tendance, c'est un bébé, il faut le mettre à la crèche, et puis il va aller à l'école, et puis c'est normal. Non, c'est pas normal. Si on te dit ton enfant il a des difficultés scolaires, il fera pas de grandes études, il va pas faire d'études, il aura pas d'argent, il va se retrouver en marge de la société, et en fait il va être SDF. Et c'est comme dans toute chose en fait. Quand t'es prise par ton émotion, ton cerveau il se met en sécurité, c'est bon, je peux rien faire, je peux aller nulle part. Et combien de fois j'ai accompagné des familles qui m'ont dit mais en fait c'était juste ça. Mais pour ce juste ça, ils sont prêts à payer, mais à payer des sommes astronomiques. Bienvenue Nabila. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on te reçoit pour que tu parles du métier de conseillère d'éducation spécialisée en neuroatypie, le métier auquel tu formes, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus? Et du coup, le métier de conseillère d'éducation spécialisée, c'est un métier que j'ai inventé de toutes pièces pour la simple et bonne raison que au départ, je me suis mise à accompagner des familles qui avaient des difficultés par rapport à la scolarité de leurs enfants. Il faut savoir que dans la difficulté scolaire, on retrouve énormément de causes, de la simple difficulté scolaire au trouble qui va être diagnostiqué et qu'il va falloir accompagner. Donc ça, c'était en parallèle de mes études. J'étais en sciences de l'éducation, de la formation, et puis en fait, je me suis dit, mais ok, moi la neuroatypie, ça me parle. Quelque temps après, du coup, je vais me faire diagnostiquer moi aussi à mon tour, donc ça va encore plus me parler. Et du coup, je vais me dire, OK, en fait, il faut que je fasse quelque chose dans ce sens-là. J'ai commencé à accompagner des familles par rapport à la neuroatypie, par rapport aux troubles des apprentissages. Donc, moi, c'est seulement les troubles 10, le TDAH et les hauts potentiels intellectuels. Je n'aborde pas la question de l'autisme parce que pour moi, c'est très compliqué. Je suis vraiment de ceux qui disent que il y a autant de formes d'autisme que de personnes autistes sur la planète Terre. Donc, c'est très, très compliqué à cerner et je pense qu'il faut vraiment des études beaucoup plus poussées. Donc, bref, j'ai entendu les parents qui avaient de grandes difficultés par rapport au diagnostic, par rapport au chemin vers le diagnostic. Donc, ils étaient perdus, ils perdaient beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Et comme je dis à chaque fois, franchement, perdre de l'argent, ça fait mal. Moi, quand j'ai accompagné une maman, elle a attendu pendant plus de 9 mois un rendez-vous chez un neuropédiatre pour avoir justement des éléments pour avancer dans le diagnostic de son enfant. Elle a attendu ces 9 mois, elle est partie au rendez-vous et au rendez-vous, ce professionnel lui a dit qu'en fait, elle ne devait pas voir ce professionnel à ce moment-là, mais qu'elle était censée arriver avec déjà certains bilans de psychomotriciens, d'orthophonistes, d'autres médecins. Et il a quand même fait facturer les 180 € pour une consultation qui n'a duré que 10 minutes. Elle est partie, je me rappelle, elle m'a appelée en sortant de ce rendez-vous-là. Elle était très très mal, mais comme on dit en fait à ce moment-là, les 180 €, ça fait mal. Vraiment, ça fait très très mal de les perdre, mais l'argent, ça va, ça vient. Donc ces 180 €, ben là, elle les avait plus. Elle va travailler, elle aura son salaire le mois prochain, ils vont revenir, et puis même si sur quelques mois, ça la met en difficulté, elle finira par réavoir cet argent. Sauf que le temps qui est passé, les 9 mois là que son enfant, il a perdu à attendre ce fameux rendez-vous, plus le temps de trouver le bon professionnel à rencontrer, trouver la bonne personne à voir, et réussir à poser enfin ce fameux diagnostic, c'est du temps qui ne reviendra jamais. Donc, du coup, c'est très, très compliqué. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, les parents, ils sont totalement désorientés. Et j'ai fait toutes mes recherches par rapport à ça. Donc, après ma licence, je suis entrée en école d'ingénierie pédagogique. J'ai eu la chance d'être accompagnée par un ingénieur pédagogique psychologue. Et du coup, on a pu, alhamdoulilah, ensemble monter différents projets. Donc, on a pu les utiliser pour Éduquer-moi Académie. Donc, chaque projet à monter, on les a personnalisés par rapport à Éduquer-moi Académie. Et du coup, on a tout fait pour pouvoir apporter le meilleur et on s'est rendu compte de la grande problématique qu'avaient les parents à ne pas réussir à poser de diagnostic. Vraiment, la conseillère d'éducation, elle accompagne vers cette quête-là du diagnostic. Donc, ça englobe finalement plusieurs étapes. Il y a l'étape où on est perdu, où on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et du coup, on sait pas quoi faire, ni quoi faire au quotidien, voilà, ni quoi faire au quotidien, ni qui rencontrer, ni pourquoi les rencontrer aussi, pour la simple parce que tu parles à des parents, tu leur dis, mais t'as vu une psychomotricienne? J'ai eu le cas, par exemple, moi, on me dit est-ce que tu as vu une psychomote, est-ce que tu as vu une ergothérapeute, est-ce que tu as vu ceci, cela, mais on ne sait pas à quel moment du parcours se tourner vers tel ou tel spécialiste. On ne sait pas si pour le trouble de notre enfant, c'est celle-là ou celle-là qu'il faut. C'est ça. Et c'est vrai que, comme tu l'as relevé tout à l'heure, moi j'ai eu le même souci dans le parcours avec mon enfant, c'est que je me suis rendue à des rendez-vous, ils m'ont dit que c'était pas le bon timing, qu'il fallait d'abord passer par un autre spécialiste avant C'est ça. d'arriver là, etc. C'est exactement la grande problématique qui revient. Et du coup, Éduquez-moi a voulu englober tout ça, accompagner face au diagnostic et ne pas perdre de temps. C'est-à-dire que, comme j'explique à chaque fois aux familles, si ton enfant il a des difficultés dans l'apprentissage de la lecture, par exemple, que ce soit écrit sur un papier ou pas, par un professionnel ou pas, ben, dans tous les cas, cet enfant, il a des difficultés dans l'acquisition de la lecture. Donc, on a une réelle problématique et c'est cette problématique-là qui est concrète, qui est, si je puis dire, palpable, dans le sens où c'est en face de nous. Donc, pourquoi on va attendre? Pourquoi on va attendre plus de temps? Pourquoi en fait on va laisser et attendre que ce soit attesté ou pas? Et je leur dis, imagine à la fin de tout ce parcours du combattant, on ne diagnostique pas une dyslexie. Ça veut dire quoi? Les problèmes de lecture qu'avait ton enfant, ils sont réglés?
c'est pas réglé. Donc en fait, il faut mettre en place des choses. Donc en plus, ça me tenait vraiment à cœur de donner des outils très basiques, très simples. Pas des formations de pédagogie, pas de formations de méthodes qui demandent voilà des années de formation ou d'études, mais des outils simples, efficaces. Dans le cas de la dyslexie, on peut retrouver la méthode des alphas. C'est un coffret qui est en libre accès dans des librairies ou autres. Tu prends le jeu des alphas, tu joues avec ton enfant au jeu des alphas, tu suis, tout est expliqué, il y a une notice. C'est rien de compliqué, c'est rien de complexe. Mais ça, malheureusement, il y a beaucoup de parents. Exactement, en fait, beaucoup de parents ne le savent pas. Beaucoup de parents, ils se demandent quoi faire. Ok, vous me dites de faire des activités ludiques et pédagogiques avec mon enfant, mais qu'est-ce que je fais en fait? Les parents, c'est pas des professionnels de l'éducation. Les parents, c'est des parents dans leur rôle de parents. De nos jours, en plus, on a des parents qui travaillent beaucoup. On va avoir une maman qui travaille 35 heures semaine, un papa qui travaille 35 heures semaine. Donc le temps d'échange avec les enfants dans la semaine, il est très restreint, il est très speed. Donc, ils n'ont pas envie de se poser et de se dire, OK, attends, qu'est-ce que je vais faire? Quelle pédagogie ou quelle méthode je peux proposer? Exactement. Donc, du coup, on a voulu que la conseillère, elle puisse leur proposer des choses simples. Là, je parle de la méthode des alphas, c'est la méthode la plus connue, etc. Mais un enfant qui va avoir des difficultés dans l'acquisition du langage, on va parler d'une dysphasie ou d'une potentielle dysphasie. Il va y avoir la méthode des PECS, la méthode des Macathon. Il va y avoir diverses. La méthode Borel-Maisoni, par exemple, c'est la même chose. Une pédagogie, enfin une méthode que tu vas utiliser, tu vas prendre, tu vas télécharger tes petits PECS ou tes petits Macathons, tu vas les imprimer, les plastifier, utiliser par rapport à une suite chronologique et tu proposes ça aux familles. Et en fait, rien que cette simple proposition... Tu gagnes énormément de temps, c'est tout le temps qu'on aurait perdu à chercher comment je peux quoi faire mon enfant dyslexique, c'est ça. quelle méthodologie, etc. Et puis, tu n'y connais rien, tu vois passer la méthode PECS dans le titre, tu te dis pas que ça va aider ton enfant qui a des difficultés de langage. Donc la conseillère d'éducation, elle joue ce rôle-là, ce rôle très fort d'apporter la chose simple et évidente comme solution à une personne qui est complètement perdue et qui panique. Le parent panique et on peut les comprendre parce qu'en réalité, et puis même toi qui es passé par là, si on te dit que ton enfant, il a des troubles des apprentissages, des difficultés scolaires, alors qu'on sait que dans l'équation, réussite scolaire égale réussite de vie, égale un bon travail, un bon truc. Tu vois ou pas? Si on te dit ton enfant il a des difficultés scolaires, il fera pas de grandes études, il va pas faire d'études, il aura pas d'argent, il va se retrouver en marge de la société et en fait il va être SDF et tu sais genre... non mais tu vois genre tu sais tu te perds complètement et tu te dis mais mince en fait tu vois genre comment on va s'en sortir? Et c'est comme dans toute chose en fait, quand t'es prise par ton émotion, ton cerveau il se met en sécurité, c'est bon je peux rien faire, je peux aller nulle part. Et je te jure mais combien de fois j'ai accompagné des familles qui m'ont dit mais en fait c'était juste ça. Mais pour ce juste ça, ils sont prêts à payer, mais à payer des sommes astronomiques parce que si c'est pas toi qui viens avec éthique demander, bien sûr, demander d'être payé, d'être rémunéré parce que on n'est pas des associations, on n'est pas, et c'est tout à fait normal. Mais si tu viens pas toi avec éthique demander une rémunération vraiment normale et correcte, ces personnes-là, elles vont aller trouver d'autres personnes et malheureusement galérer et avoir énormément de difficultés à trouver les réponses à leurs questions et les solutions. C'est un raccourci en fait quelque part. C'est un gain de temps énorme. Et je peux vous assurer que quand on parle du développement de l'enfant, ça va extrêmement vite. Les périodes s'enchaînent, les périodes de crise s'enchaînent. Mohim, tout est vraiment va très très vite et on le voit. Un enfant entre 0 et 10 ans, tout ce qu'il vit. Et après, il y a la préadolescence, l'adolescence, jeune adulte, préadulte, adulte. Ça y est, il faut que tu es adulte jusqu'à ce que tu atteignes un certain âge. Mais de 0 à 10 ans, il se passe trop de choses. Il se passe trop de choses et c'est tout ce que l'on va traîner en tant qu'adulte demain. C'est pour ça on pose aussi la question de est-ce que tu accompagnes les adultes? En fait, moi, je suis spécialisée dans les enfants parce que je trouve que c'est plus simple d'apporter quelque chose déjà de sain au départ que de réparer quelque chose. Enfin, ça en relève vraiment de la psychologie, ça en relève vraiment parfois même de la psychiatrie et on n'est pas des docteurs. Donc, je me lance pas dans quelque chose qui ne me correspond pas ou en tout cas qui dépasse mes compétences. Et par contre, auprès des enfants, et j'insiste avec mes conseillères dans le fait qu'il faut qu'elles enseignent aux parents. Enseigner aux parents. Il faut que le parent, il prenne son rôle de parent. On a trop eu tendance, t'as un bébé, il faut le mettre à la crèche, et puis il va aller à l'école, et puis c'est normal. Non, c'est pas normal. L'instruction de ton enfant, c'est parce que tu vis dans un monde dans lequel l'instruction, elle est déléguée à l'école, et ok, c'est ok, on vit dans une société, on va pas, se couper du monde, mais c'est pas normal. En fait, à la base, l'enfant, il est fait pour être auprès de sa famille, et après se développer une vie sociale avec les autres. Donc, je trouve ça hyper important que le parent, il reprenne son rôle de parent, et qu'il développe cette relation avec son enfant pour l'accompagner. C'est la meilleure personne pour l'accompagner. Et on le sait, quand on grandit, qu'on prend de l'âge, la petite voix qu'on a dans la tête qui nous parle quand on veut faire des choses, c'est souvent des choses que nos parents nous ont dit quand on était plus jeunes, ou si on a des grands frères, des grandes sœurs, des personnes très proches. Donc, c'est trop important. Et il faut que ces parents-là, ils soient imprégnés de cette mission parce que
S'il ne reste que des spectateurs de j'accompagne mon enfant chez l'orthophoniste et j'attends. J'accompagne mon enfant chez la psy, pour ceux qui le font, parce que tous ne le font pas. Et j'attends. Ah ben j'ai un bilan, je le comprends pas, bon c'est pas grave, ça va, oui ça va, très bien. Il va avoir quel regard sur son enfant? Quel regard il va poser sur son enfant? Qu'est-ce qu'il va penser de son enfant? Et la conseillère d'éducation, elle est là justement pour adoucir ce regard et pour apporter le meilleur regard, ben, du coup, du parent vers son enfant, pour que, ben voilà, il puisse l'accompagner, pour que le parent puisse accompagner l'enfant. Et puis juste parce que ma réponse est extrêmement longue. On prend la passion. Ouais. Mais il y a quand même l'ouverture avec les professionnels, parce que les concerts, elles sont quand même beaucoup démarchées par des professionnels, des enseignants, des assistantes maternelles, toute personne qui va être en contact avec les enfants. Il y a aussi ce rôle-là qui est tout aussi important, qui va du coup apporter le partage de sciences et apporter aussi des solutions pour accompagner en groupe. Une maîtresse qui a une classe avec 28, 29 élèves, etc., qu'elle puisse... Moi, je l'ai vécu, par exemple, j'étais dans l'enseignement et on n'est pas du tout formé à ça, en fait. Donc, Ouais. le fait d'avoir des intervenantes qui viennent et qui nous sensibilisent à tout ça, ça peut être très pertinent dans des écoles. Moi, je sais que j'ai été directrice d'école et j'ai souvent cherché des personnes qui pourraient venir, c'est une école Montessori, donc venir sensibiliser nos éducatrices aux troubles, aux signaux d'alerte, etc. Et ça, c'est quelque chose qui manque. Donc, je pense que vraiment, Mais même au niveau totalement, totalement. En fait, il manque, je t'assure, hein, cette conseillère d'éducation, en fait, c'était la rotule. Ouais, il manquait un petit truc. Vraiment, il manquait un petit truc. Et on le ressent quand, tu vois, tout simple, mais c'est tellement parlant, quand on a une maîtresse de CP qui a toute une classe, qui, alhamdoulilah, en fin d'année scolaire, sait lire, et qu'elle a 7 élèves, qui a encore du mal, qui écrit encore des lettres en miroir. Quand on lui donne une phrase à lire, il y passe beaucoup de temps, etc. Et qui, du coup, est très en deçà du niveau attendu. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va le dire aux parents. Les parents, naturellement, ils attendent que la maîtresse donne une solution. C'est l'apprentissage. L'apprentissage qui est rattaché à la maîtresse. Et la maîtresse elle-même, elle ne sait pas. La maîtresse elle-même, à ce moment-là, ben, je sais pas, peut-être voir, peut-être voir une psychomote, peut-être voir une orthophoniste, peut-être voir si, mais c'est que des suppositions. Alors que si à ce moment précis, écoutez, vous savez pas, il y a une conseillère d'éducation, elle est super, prenez contact avec elle, elle va pouvoir vous orienter. La conseillère d'éducation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un bilan avec les parents. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on est là en rendez-vous tous les deux? Mais la maîtresse, elle nous a dit ça, voilà les résultats. Nous aussi, on a remarqué à la maison, il se passe ceci, quand il va au sport, il se passe cela. Et tous ces éléments, la conseillère d'éducation, elle va constituer son anamnèse. Et en fait, avec le recul, comme je dis à mes apprenantes à 95%, à l'issue de ce premier rendez-vous, tu sais quel est le problème. Toi, tu le dis pas, parce que c'est pas ton rôle. Tu ne poses pas de diagnostic, tu ne fais pas passer de tests, ce n'est pas ton rôle. Ça va être le rôle des différents professionnels. Mais à ce moment-là, tu sais au fond de toi. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas orienter. Avec ce regard aiguisé et bien précis, tu vas orienter les familles vers le bon chemin. Et du coup, on va faire ce diagnostic qui va être fait de façon éliminatoire pour arriver jusqu'au vraiment le diagnostic le plus précis. Et en fait, c'est un diagnostic logique. C'est une suite logique. Donc, alhamdoulilah, en fait, au final, ce que l'on veut, c'est ça. C'est accompagner convenablement, avoir ce diagnostic et réussir à trouver du coup des solutions. La conseillère, elle ne va pas remplacer, elle n'est pas orthophoniste, psychomotricienne ou orthopédagogue, elle ne va pas travailler directement avec l'enfant, mais elle va replacer chaque personne qui gravite autour de cet enfant au bon endroit. Le parent dans son rôle de parent, l'enseignant dans son rôle d'enseignant, les différents professionnels, ben du coup quand la conseillère elle récupère les différents bilans, elle y voit plus clair. Combien de fois avec un bilan psychomote, un bilan orthophoniste, un bilan ergo, un bilan neuropsy, il y a eu des diagnostics, vraiment le diagnostic final qui en ressort, je me dis mais il manque un élément parce que un tel il suspecte un trouble associé, un tel il a aussi suspecté la même chose, il l'a vu. La maman elle te dit un simple TDA, franchement, il manque un truc. Et là, on te parle de potentiel trouble de l'opposition, donc en fait, c'est bon, c'est là, c'est logique. Et quand tu lui dis et qu'elle se renseigne dessus, tu dis mais c'est exactement mon fils. C'est exactement ce qui me manquait, c'est exactement ce que j'avais besoin de savoir. En fait, t'es dans ton, en fait, vraiment, c'est un rôle, je sais pas comment expliquer, qui manque et qui est tellement évident, mais La petite pièce de l'engrenage pour que tout exactement. de façon très fluide. Exactement. Et indispensable, indispensable. Vraiment, j'insiste sur ça, c'est indispensable. Il faut impérativement que cette conseillère d'éducation, elle prenne pleinement sa place sur le terrain parce qu'elle permet, voilà, ce gain de temps, ce gain d'argent, ce gain dans l'évolution, dans l'apprentissage, dans le développement aussi des enfants, dans les relations parents-enfants. Et en fait, on est en train de rééduquer ou d'éduquer, en fait, des futures générations qui, du coup, iront beaucoup mieux. Merci Nabila pour ton partage. On voit que c'est vraiment une mission de vie pour toi, que tu es passionnée. Je te souhaite d'aider encore beaucoup de familles et d'enfants à travers ce parcours. Et encore merci de nous avoir partagé ton aventure. Merci beaucoup.